Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 15 choses que les personnes frugales ou frugalistes ne font pas. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, je suis tombée sur un article en anglais qui parlait de 36 choses que les personnes frugalistes ne font pas. Et il y en a que je trouvais pertinentes, d'autres un peu moins, certaines qui s'appliquaient à moi, d'autres pas du tout. Et il y en a beaucoup qui s'appliquaient que aux États-Unis. Du coup, j'avais envie d'en faire un petit peu une version qui peut s'appliquer en France. Et on va discuter des différents points qu'il y a. Est-ce que moi je le fais ou pas? Est-ce que c'est pertinent de le faire ou non? Donc c'est parti pour cette vidéo. Je vous mettrai le lien de l'article en anglais si ça vous intéresse, avec les 36 points. Il y en a certains que j'ai ajoutés aussi. La définition du frugalisme, c'est de mettre de l'argent de côté pour ensuite avoir à moins travailler et vivre mieux, quitte à gagner moins. Ça implique énormément d'autres choses. Est-ce que je me considère comme frugaliste? Plutôt, je suis pas à 100% dans tous les critères du frugalisme, j'ai aussi beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Je dirais que sur une échelle du frugalisme, 0 étant pas frugaliste du tout et 10 étant hyper frugaliste, je dirais que je suis à peu près à 7,5 ou à 8 pour vous donner une idée. Donc c'est parti pour ces 15 choses que les personnes frugalistes ne font pas. Le premier point, c'est ne pas rembourser ses dettes et souscrire à d'autres crédits. Généralement, une personne frugaliste va essayer de vivre le moins possible à crédit. Ça exclut bien sûr tout ce qui est crédit immobilier, investissement et tout, qui sont des crédits un petit peu à part, mais tout ce qui est crédit pour une voiture, crédit à la consommation, crédit pour payer des vacances, tout ce genre de choses, les personnes frugalistes généralement ne le font pas, puisqu'elles préfèrent payer les choses comptant quand elles en ont le budget. Payer des mensualités pour des crédits conso tous les mois, ça peut être très déprimant, parce que souvent on a profité du truc qui nous apportait beaucoup de bonheur au début, au moment où on l'a acheté, et après on continue de le payer pendant 2 ans, et des fois le truc entre temps il s'est cassé, ou on l'a plus. Il y a des gens qui payent des crédits pour une voiture qu'ils n'ont plus, et ils ont dû refaire un crédit pour racheter une voiture, et ils payent 2 crédits alors qu'ils n'ont qu'une voiture, sachant qu'une voiture ça perd énormément de valeur par exemple. Donc c'est généralement un cercle vicieux dont les personnes frugalistes préfèrent sortir. C'est un peu dur au début, puisqu'au tout début, dès qu'on commence à être frugaliste, souvent on n'a pas d'épargne. Donc c'est un peu le moment où on croise les doigts pour pas qu'il y ait un problème avec la voiture, pour qu'on n'ait pas besoin de faire un crédit ou ce genre de choses. Mais une fois que vous commencez à avoir de l'épargne, ça fait un petit moment que vous êtes frugaliste, vous n'avez plus besoin de faire des crédits pour quelque chose. Si vous voulez quelque chose, vous réfléchissez à cet achat. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il vous apportera vraiment du bonheur? Et si c'est le cas, vous l'achetez content. Le deuxième point, ça va être que les personnes frugalistes ne payent pas 5 € pour un café. Quand vous allez à Starbucks tous les jours, et je sais que des gens vont me dire mais personne fait ça, mais il y a énormément de gens qui vont à Starbucks tous les jours. Et je ne juge pas ces personnes, je suis pas en train de dire que c'est mal de faire ça. C'est simplement que pour son budget, dépenser 5 ou 6 € chaque jour pour un café, un frappuccino, un grand, je sais pas, un milkshake ou ce genre de choses tous les jours, ça a un énorme impact sur le budget dont on se rend pas forcément compte. Si on dépense 6 € tous les jours, à la fin du mois, c'est presque 200 € qu'on a dépensé juste en café, smoothie, milkshake. Et il faut juste mesurer, est-ce que c'est vraiment un truc qui pour nous vaut 200 € par mois ou 100 €, peu importe. Est-ce que ça vaut ce prix-là ou pas? Si vraiment ça vous apporte énormément de bonheur et que c'est indispensable pour vous, pourquoi pas? Mais généralement, les personnes frugalistes vont préférer utiliser cet argent pour l'investir quelque part ou simplement pour moins travailler et avoir plus de temps libre. Je dis pas que je le fais jamais, ça peut m'arriver d'être avec une amie, ça fait longtemps qu'on marche en ville, on a envie de se poser quelque part et on va prendre un cappuccino qui va coûter 4 ou 5 € dans un truc de café de spécialité, qui mettent un supplément pour le lait d'avoine parce que je bois pas de lait animal, etc. Ça m'arrive, mais c'est juste que quand c'est une dépense quotidienne, ça pèse beaucoup plus lourd sur le budget. Il va y avoir aussi le fait de souscrire à énormément d'abonnements et de ne pas tellement les utiliser. Aujourd'hui, si on s'abonne à tous les services par exemple de vidéos à la demande qui existent, donc Netflix, je sais pas, OCS, Amazon Prime, Disney+, YouTube Premium, il y a énormément de choses qui existent, Spotify, et qu'à côté de ça, on est aussi abonné à la salle de sport, ce genre de choses. Je dis pas qu'il faut pas aller à la salle de sport, c'est très bien de payer un abonnement à la salle de sport, surtout si vous y allez, mais c'est le fait de cumuler toutes ces choses, finalement ça vous fait des dépenses fixes en plus, et si on ajoute tout, c'est des petits achats pareils, 10 € par mois, surtout que ça augmente vite. La dernière fois j'ai regardé le prix de Netflix, c'était hyper cher, je crois que c'est passé à 15 € par mois ou 17 € par mois. Bah ça pèse quand même pas mal sur le budget, surtout si on les cumule, à la fin on se retrouve limite avec 50 € par mois de vidéos comme ça à la demande. On a les abonnements au téléphone, les abonnements internet. Généralement les personnes frugalistes essayent de négocier leurs abonnements. Je sais que moi j'ai à chaque fois profité des offres pour avoir le téléphone le moins cher possible. Je paye 8 € aujourd'hui pour avoir à peu près tout illimité avec SFR
et je crois que j'ai 40 Go d'internet, ce qui est largement suffisant pour moi, mais il y a des offres avec un peu plus pour pas tellement cher. Dès qu'ils avaient une réduction, une nouvelle offre, j'envoyais un message, je disais que j'étais cliente chez eux et que je voulais l'offre moins chère. J'ai fait ça pour internet aussi. Mine de rien, c'est des petites choses. On comparait avec une amie qui a un abonnement de téléphone à 40 € par mois. Sur l'année, j'économise quand même plus de 300 € par rapport à elle pour une offre à peu près similaire. En fait, elle a pas tellement plus de choses que moi, elle a quelques gigas en plus, mais c'est tout, et 300 € l'année, ça fait quand même beaucoup finalement. Le quatrième point, c'est de ne pas payer pour trop de mètres carrés. Ça veut dire que par exemple, quand vous louez un superbe appart hyper grand et que vous habitez dedans et que vous êtes dans une optique d'épargne, vous perdez énormément d'argent par le fait d'avoir autant de mètres carrés, parce qu'il faut meubler, vous perdez du temps à faire le ménage ou alors à payer quelqu'un pour le faire et ça coûte plus cher quand la surface est grande. Pareil, si vous achetez à crédit par exemple, si vous achetez votre maison à crédit et que vous prenez une énorme maison et que le crédit utilise énormément de votre capacité de crédit, d'épargne, etc. et vous empêche d'investir sur d'autres points, finalement ces mètres carrés vous coûtent très cher. Alors souvent les personnes frugalistes vont avoir tendance à rentabiliser les mètres carrés en trop s'ils se retrouvent à avoir déjà un appartement trop grand par exemple, en louant une pièce à quelqu'un, en louant à des gens qui veulent travailler à la journée. L'espace ça peut toujours être rentabilisé. Si vous avez un bel appart, vous pouvez le rentabiliser en faisant des shootings photos dedans, en le prêtant à des magazines de déco pour qu'ils fassent des vidéos dedans, des photos dedans pour illustrer leur magazine. Il y a des moyens de se faire de l'argent avec des mètres carrés, mais si par exemple c'est juste, vous voyez un super bel appartement de 200 mètres carrés et vous êtes un couple sans enfant qui n'a pas non plus un budget énorme et que vous vous dites bon ça va faire un peu mal au budget mais on le prend, ça fait perdre pas mal d'argent. Après, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous rend heureux, faites-le. Mais si vous êtes dans une optique d'épargner plus, ça peut empiéter pas mal sur votre capacité d'épargne. Le cinquième point, c'est que les personnes frugalistes regardent leur facture d'électricité. C'est important de surveiller sa consommation. Alors je sais qu'à chaque fois que je dis ça, des gens me parlent de la lumière qui est allumée derrière, mais en même temps, elle est en réseau avec la lumière qui est allumée devant, et s'il n'y a pas de lumière pour ma vidéo, on ne me voit juste pas. Donc bon, il y a un moment, j'allume pas la lumière en pleine journée pour rien, je l'allume juste quand je filme. Petite parenthèse fermée, les personnes frugalistes suivent leur consommation d'électricité parce que pareil, c'est un point qui peut énormément faire grimper la facture. Par mois, nous on dépense entre 40 et 50 € d'électricité selon si on est en été et en hiver, et encore ça a pas mal augmenté. Au début on était dans cet appartement, on payait 35 € par mois, notre consommation est identique et j'ai vraiment vu une augmentation du prix, mais pareil j'ai des amis qui pour un appartement de la même surface dépensent 150 voire 200 € d'électricité par mois. Si on fait le total sur l'année, c'est pareil, ça fait des sommes énormes. Si on gagne un SMIC par exemple, c'est presque un SMIC qui est utilisé à l'année pour payer ce surplus d'électricité. C'est beaucoup, ça pourrait faire un mois où on ne travaille pas si on le voulait. En fait moi je vois l'argent vraiment comme une économie de temps. Ensuite, si on a de l'argent, ça permet de moins stresser sur des choses, ça permet de moins travailler, il y a plein de choses comme ça qui viennent avec l'argent. Et c'est vrai que parfois, juste baisser son chauffage de 2 degrés par exemple, ça peut faire une économie sur la facture de plus de 10 ou 15%. C'est énorme et c'est pas un si gros effort que ça. J'ai une vidéo sur le fait de ne pas chauffer en hiver si vous voulez aller voir, je la mets quelque part par là. Ça s'applique pour moi, bien évidemment tout le monde ne peut pas ne pas chauffer en hiver, moi j'habite dans le sud, c'est beaucoup plus facile, mais vous pouvez y piocher quelques idées pour moins chauffer chez vous en hiver et baisser le budget niveau électricité. Le sixième point va concerner le fait d'épargner en début de mois. C'est quelque chose que généralement les frugalistes font et c'est un des premiers conseils que je donne à mes amis, à mes abonnés ou à n'importe qui me demande des conseils pour commencer à épargner, c'est mettre de l'argent en début de mois, on se paye en premier. Si par exemple vous touchez, je sais pas, 1600 € par mois, vous mettez en tout début de mois 300 € de côté, si ça correspond à peu près à ce qui peut vous rester, il faut pas se mettre dans la galère pour épargner, mais vous vivez comme si vous aviez gagné 1300 € par mois, vous faites comme si c'était votre salaire, et à la fin du mois, si vous commencez un peu, il vous reste plus que 100 € sur votre compte et vous avez envie d'aller au resto ou quoi, soit il faut désépargner pour ça, soit vous vous dites j'irai le mois prochain et c'est pas grave et du coup j'ai fait mon budget comme si j'avais 1300 € par mois. Généralement en faisant ça, les 300 € ils sont toujours de côté à la fin du mois. Si vous avez besoin de les épargner, c'est pas grave, c'est pas compliqué à faire, je vous dis pas de les mettre en action sur un truc hyper risqué que vous pouvez pas récupérer avant 2 ans. Je vous dis juste de le mettre sur votre livret A, ça prend 15 secondes à retransférer sur son compte courant en cas de problème. Mais on a tendance à plus considérer les petits achats à 10-15 € quand il nous reste 100 € sur notre compte à la fin du mois que lorsqu'il reste 400 € parce que d'un coup on se dit c'est bon, on peut profiter, on peut dépenser tout ce qu'on veut. Et vraiment l'épargne en début de mois, c'est ce que je vous conseillerais le plus avec le fait de faire votre budget. Vous faites votre budget, vous regardez combien il vous reste techniquement à la fin du mois, vous gardez une partie pour les loisirs ou tout ce qui vous fait plaisir,
et vous mettez une partie en épargne en début de mois et vous n'y touchez pas si possible. Le 7e point, c'est de manger à l'extérieur plusieurs fois par semaine. Les frugalistes généralement ne font pas ça. Et pareil, il y a des gens qui vont me dire mais personne ne fait ça, mais bien sûr que si, énormément de gens, surtout un peu dans le milieu tertiaire, dès qu'on est en entreprise, souvent le midi on se fait livrer. Se faire livrer c'est comme manger à l'extérieur, on paye beaucoup plus cher que ce qu'on aurait payé en amenant notre propre boîte. Pour 2 ou 3 euros, voire même 1 euro, on peut se faire une super lunchbox très équilibrée et très bonne. Ça coûtera toujours 8, 9, 10, parfois 15 ou 18 euros. Il y a des gens qui se font livrer des sushis tous les midis, c'est hyper cher. Et si on fait le cumul à la fin du mois, c'est tellement d'argent. Par exemple, mon copain dans sa boîte, il est un des seuls à amener tous les midis son repas. C'est hyper rare qu'il mange à l'extérieur le midi parce qu'il préfère garder ses tickets resto pour payer les courses ou pour payer des vrais restos, mais pas forcément une salade composée à 9 euros qui est pas si bonne que ça. Et il préfère se la faire lui-même en fait, sa salade composée. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est pareil, c'est des sommes que les gens ne voient pas. C'est des 10 euros par-ci, etc. qui s'accumulent. À la fin du mois, ça fait 200 ou 300 euros. Pour des choses qui auraient pu être évitables. Un autre point, ça va être de trop dépenser sur les courses. Pareil, si vous avez envie d'épargner plus, souvent les courses, ça peut être un budget à revoir. Le fait d'éviter de faire des mini-courses tout le temps dans la semaine pour aller acheter 2 bricoles, où on finit toujours par en avoir pour 15 euros parce qu'on a trouvé plein de trucs dont d'un coup on avait besoin alors qu'en fait on n'en avait pas besoin 2 heures avant. Organiser ses courses, budgétiser, faire une liste des repas qu'on aime bien qui coûtent pas si cher que ça. Il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent d'économiser énormément d'argent. Par exemple, les plats préparés coûtent généralement beaucoup plus cher. Après, il faut aussi peser le pour et le contre. Il y a des plats préparés qui peuvent nous permettre de moins avoir la flemme de cuisiner. Par exemple, je fais pratiquement jamais ma sauce tomate maison parce que je trouve ça long, parce que je trouve ça salissant, que ça en fout partout sur la plaque, alors que d'acheter une boîte de sauce tomate déjà faite, ça coûte pas si cher que ça et ça me fait gagner un temps précieux. Donc il faut faire la part des choses sur tout ce qui est préparé ou pas, voir ce qu'on considère comme nécessaire ou non. Mais on peut énormément épargner sur les courses et vraiment ça c'est un des points qui varie le plus dans les couples. On voit souvent aussi chez les urbains, chez les personnes qui habitent en ville, qui ont tendance à faire énormément de courses à Monoprix ou dans les mini-U par exemple, les tout petits super U, je sais pas comment ça s'appelle, U Express ou Utile, ce genre de choses. C'est des endroits où on paye toutes 2 fois plus cher, c'est mieux d'éviter et de faire les courses 1 fois par semaine par exemple et d'aller au marché ou chez le primeur pour compléter ou tout simplement de faire entièrement ses courses au supermarché ou au magasin bio si on préfère manger bio. C'est pareil, le bio ça va avoir un certain coût. Généralement on paye facilement 2 fois plus cher un produit en bio qu'en non bio, même s'il y a des exceptions. Voilà, revoyez votre budget course si vous avez besoin d'épargner et que vous voyez votre budget est quand même assez conséquent. Ça peut avoir de gros effets sur le long terme en termes d'économie. Un 9e point, ça va être l'inverse, ça va être de trop peu dépenser sur les courses au détriment de sa santé. Il y a un moment, il faut quand même investir un minimum dans son alimentation, donc c'est pas pour être en totale opposition avec ce que je viens de dire avant, il faut pas trop dépenser sur les courses, en tout cas si on a un petit budget, mais par contre il faut pas non plus trop peu dépenser, l'alimentation c'est important quand même, manger des légumes c'est important, les fruits aussi, c'est important d'équilibrer un minimum son alimentation, et on peut pas manger des nouilles chinoises avec des pâtes au ketchup en alternance tout le temps, on a besoin de nutriments pour notre énergie, pour pouvoir se concentrer, pour bien travailler, pour tout ce qu'on veut faire, pour profiter de la vie. C'est bien aussi de se faire plaisir sur l'alimentation, pour le moral aussi, c'est bien d'être content de ce qu'on mange. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre entre trop peu et beaucoup trop, et essayer d'être heureux avec ça. Donc c'est un point sur lequel il faut pas mal travailler. Ça peut être tentant pour les personnes qui sont dans un frugalisme extrême. Je vois parfois des gens qui mangent pour 10 euros par semaine tout le temps, alors qu'elles ont plus de budget. C'est bien d'investir un minimum dans son alimentation aussi. Le 10e point, ça va être de toujours remettre à plus tard tout ce qui est dépenses de santé et qui finalement peut finir par coûter très cher. Alors en France, on a un peu moins ce souci qu'aux États-Unis ou que dans d'autres pays parce que généralement nos dépenses de santé sont prises en charge, mais c'est pas toujours le cas. Et ça peut être bien quand même de faire des check-up, peut-être chaque année chez un médecin, voir si tout va bien. Moi j'aime bien faire des prises de sang régulièrement, environ tous les 1 an et demi, quelque chose comme ça. Pendant longtemps, je remettais énormément ce genre de choses à plus tard. C'est vrai que maintenant, j'ai décidé de plus le faire, de prendre rendez-vous régulièrement, chez les spécialistes, etc. Pas tout le temps, le but c'est pas d'être hypocondriaque et de coûter un max d'argent à la sécu, mais juste de temps en temps d'aller voir si tout va bien, si nos yeux vont bien, si on n'a pas de soucis, pour les femmes de faire une mammographie ou de vérifier si on n'a pas de grosseur dans les seins, ce genre de choses. Il y a plein de trucs comme ça. Il vaut mieux les vérifier maintenant, pas forcément dans un aspect économie, mais pour moi le frugalisme ça va toucher aussi la qualité de vie, et c'est vrai que souvent des problèmes médicaux quand ils sont pris en charge à temps,
peuvent se résorber plus vite ou ça peut nous éviter beaucoup de soucis par la suite. Le 11e point, c'est que généralement les personnes frugalistes ne multiplient pas les déplacements en voiture pour rien. L'essence ça coûte cher, une voiture ça coûte cher, l'assurance ça coûte cher, il y a plein de choses déjà de base qui coûtent cher avec une voiture, mais si on l'utilise pour des petits trajets par exemple ou parce qu'on a oublié quelque chose, on y retourne ou pour des trajets de moins de 1 km, si on a les capacités physiques de marcher, ça peut être bien et qu'il pleut pas bien sûr, mais dès que c'est à moins de 1 km d'y aller à pied, ça fait un petit peu d'exercice, c'est bon pour la santé et ça évite de sortir la voiture pour rien. Il y a plein de choses comme ça, souvent, niveau transport, c'est vraiment aussi un poste où on peut parfois énormément économiser d'argent. Bien sûr, je vais pas vous dire de pas avoir de voiture si vous travaillez à 30 km de chez vous et qu'il n'y a pas de bus pour y aller. Évidemment qu'il vous faut une voiture dans ce cas-là. Mais si vous avez la possibilité de faire les choses en transport en commun et que ça vous prend pas 3 heures pour le même trajet, ça peut vous faire beaucoup d'économies. J'ai jamais acheté de voiture, j'ai jamais eu de voiture, pourtant j'ai le permis depuis mes 18 ans pile. Je crois que quelques jours après mes 18 ans, j'ai passé mon permis. Ça m'a été très pratique d'avoir le permis pour mes boulots, etc. Pour emprunter la voiture de quelqu'un si j'en ai besoin ou louer une voiture si vraiment j'ai besoin de faire un déplacement en voiture, mais j'économise tellement d'argent en n'ayant pas de voiture. Depuis ce mois-ci, j'ai même résilié mon abonnement de transport en commun puisque même ces 40 €, je trouve que je ne les utilisais pas assez puisque je fais la plupart de mes transports, de mes déplacements, je les fais toujours à pied presque. J'aime bien marcher en moyenne 6 à 10 km par jour. Je trouve que ça fait du bien quand on travaille de chez soi, ça fait du bien de sortir un peu. Donc c'est ce que je fais et finalement tous mes déplacements rentraient à peu près dans cette marge. J'avais un truc à 2 km, j'y vais à pied, je prends un peu de temps, je m'organise pour arriver à l'heure. Il n'y a plus de retard lié au transport en commun. J'ai plus je déteste être dans le métro, j'ai plus ce truc d'être enfermée dans le métro et tout. Je trouve ça trop pratique. Bien sûr, c'est parce que je travaille de chez moi. Si j'avais un travail à l'autre bout de la ville à 8 h du matin, j'irais pas m'amuser à marcher 1h30 tous les matins. Pour y aller, il faut toujours adapter à sa situation, mais globalement, une personne frugaliste essaye de minimiser les transports payants et d'optimiser un peu tout ce qu'elle peut faire de manière gratuite. Le 12e point, c'est le fait de ne pas faire de concessions. Les frugalistes font des concessions, généralement on est un peu obligé à un moment, sauf si on est déjà millionnaire de base et que du coup tout va bien, mais sinon on est toujours obligé d'en faire un petit peu, surtout si on a un petit budget. Il y a un moment, on sera obligé d'en faire, on ne peut pas tout faire, on peut pas manger au resto tous les jours, on peut pas prendre des cafés à emporter tous les jours, on peut pas aller voir des spectacles tous les soirs. Il y a des choses, on devra choisir. Je considère que s'il y a des petits luxes comme ça qui nous tiennent à cœur, moi j'adore manger au restaurant, c'est quelque chose que j'adore, je le fais plusieurs fois par mois. Si j'étais très riche, j'irais tout le temps au restaurant parce que c'est trop bien, j'adore ça, mais je fais des concessions, j'y vais pas tout le temps et du coup quand je vais au restaurant ça implique qu'il y a d'autres postes de dépenses sur lesquels je dépense pas tant que ça. Par exemple quand je sors boire un verre avec mes amis, généralement je bois un verre, je vais pas boire 3-4 bières et dépenser 25 € dans la soirée. Je prends une bière ou juste un verre parce que souvent je bois pas d'alcool, donc je vais prendre juste un soda ou une limonade ou peu importe et me limiter à ça parce que mon budget est important pour moi. Si pour moi le plus important c'était aussi de sortir avec mes amis etc, je mettrais le budget pour ça, mais je ferai des concessions ailleurs. Et souvent quand je parle avec mes amis de leur budget, ceux qui viennent me voir parce qu'ils veulent réduire leur budget, parce que je suis un peu la personne qu'on vient voir dès qu'on veut faire des économies, il y a des gens qui veulent faire aucune concession, ils veulent manger au resto tout le temps, ils veulent boire des verres tout le temps, ils veulent dépenser autant qu'ils veulent sur des courses, ils veulent se faire des vacances, mais dans ce cas-là c'est possible. Mais soit ça implique de pas mettre de côté, soit si ça nous met à découvert tous les mois, ça implique que dans ce cas-là, il faut faire des concessions des concessions sur son temps libre et travailler plus pour gagner plus d'argent. Mais il y a forcément un moment où on doit choisir et les personnes frugalistes le savent très bien et ont tendance à faire beaucoup de concessions dans l'optique d'épargner pour l'avenir, pour se préparer un meilleur avenir, pour avoir une meilleure qualité de vie aussi. Donc voilà, c'est le fait on peut pas tout avoir et faire quelques choix. Et généralement les personnes frugalistes savent très bien le faire. Le 13e point, c'est que les personnes frugalistes généralement ne choisissent pas le paiement en 10 fois, même si c'est sans frais, parce que généralement ça incite un petit peu à acheter quelque chose dont on n'a pas trop besoin, parce qu'on se dit non mais ça va, c'est que 30 € par mois. Mais finalement ça fait quand même par exemple acheter une cafetière à 300 € dont on n'a pas spécialement besoin, et ça va nous apporter beaucoup de plaisir le premier mois où on va l'avoir, mais 9 mois plus tard quand on est encore en train de payer pour cette cafetière, qui si ça se trouve entre temps ne nous intéresse plus, est cassée, fuit, ou je sais pas, on l'a déjà revendue parce qu'elle nous plaisait pas tant que ça, c'est pas forcément intéressant. Généralement une personne frugaliste a de l'argent de côté et utilise cet argent à bon escient. Si quelque chose lui plaît vraiment, cette personne le prend. Mais voilà, c'est le fait de ne pas craquer. Souvent ces trucs là, de toute façon, 10 fois sans frais, 5 fois sans frais ou 10 fois avec un petit peu de frais, c'est fait pour nous pousser à se dire bah ça va, ça me coûte pas si cher que ça, je le prends, et à nous empêcher un peu de réfléchir à si on a vraiment besoin de cette chose. Donc c'est un truc à considérer. Le 14e point, c'est que les frugalistes ont toujours un fonds d'épargne d'urgence. Bon, au début forcément tu l'as pas, mais le but c'est de se le créer. Par exemple, moi j'ai 1 an d'avance de dépenses.
parce que je suis auto-entrepreneur, parce que demain je peux ne pas avoir de salaire, parce qu'il peut arriver n'importe quoi, je veux avoir de l'argent de côté, qui fait que si à un moment je ne peux pas du tout travailler, je puisse avoir de quoi vivre pendant longtemps. Donc un an c'est beaucoup, la plupart des gens n'ont pas ça et on n'est pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez déjà avoir un mois, pour moi le minimum c'est vraiment d'essayer de se faire un mois de budget comme ça d'avance. Si vous gagnez 1300 €, d'avoir 1300 € de côté, auquel vous ne touchez absolument pas, ni pour des vacances, ni pour quoi que ce soit, et qui servent en cas d'urgence. Si votre voiture vous lâche et que vous avez besoin de faire des réparations dessus, si quoi que ce soit arrive, si vous vous blessez et que vous êtes payé beaucoup moins par la sécu parce que vous êtes en arrêt maladie et que généralement on est moins bien payé, ça dépend du boulot qu'on fait, mais souvent on peut se retrouver avec des surprises sur la fiche de paye. Si votre patron ne vous paye pas, si vous êtes viré pour faute grave, il y a plein de trucs en fait qui peuvent arriver qui font qu'on peut avoir besoin d'un peu d'argent de côté. On sait jamais en fait ce qui peut arriver et c'est bien d'avoir un minimum de côté sans être dans la parano et se dire je vais rien dépenser et tout garder au cas où il arrive quelque chose, mais juste être un peu prêt. Et voilà, si le moindre truc lâche, si le four lâche, le frigo, peu importe, on a beaucoup de choses qui peuvent nous lâcher comme ça, on peut avoir des imprévus pour plein de choses. C'est bien de les anticiper et en plus ça évite de faire des crédits à la consommation pour plein de choses qui ensuite vont nous plomber pendant des mois et des mois. Pour moi le fonds d'épargne d'urgence comme ça c'est vraiment le truc qui évite de faire des crédits dès qu'on a le moindre truc, une taxe d'habitation qui tombe alors qu'on ne pensait pas qu'on devait payer la taxe d'habitation, il y a plein de trucs comme ça, on a toujours des surprises et c'est bien de pouvoir les payer sans avoir à faire de crédit ou sans avoir à être à découvert. Le 15e et dernier point, c'est que généralement les personnes frugalistes ne font pas tout pour dépenser énormément dans tout ce qui est apparence. Je parle pas que de l'apparence physique, je parle des apparences en général, le fait de vouloir montrer un super bel appart, le fait de vouloir à tout prix avoir une superbe voiture, le fait de dépenser énormément d'argent chez le coiffeur chaque semaine ou toutes les 3 semaines. Globalement, les personnes frugalistes préfèrent le concret, le fonctionnel, même si ça veut pas dire se laisser aller ou n'en avoir rien à faire de l'esthétique et vivre dans un taudis hyper moche, mais juste ne pas forcément favoriser l'esthétisme et les apparences, l'opinion des autres, etc. à tout prix, quitte à se mettre dans la merde et devoir travailler 2 fois plus pour s'accorder ce mode de vie là. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire sur les 15 points combien vous remplissez. En tout cas au niveau des points les plus importants pour moi c'est vraiment épargner en début de mois, faites attention à votre budget course et négociez vos abonnements. Je pense que c'est 3 points qui peuvent vraiment vous aider à économiser de l'argent si c'est votre but. Je sais qu'il y a des personnes très frugalistes des fois qui me regardent, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en plus, à me dire ce que vous en pensez, etc. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu, mettre un like pour me soutenir, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très bientôt. Bisous!